l'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue, vous êtes dans l'hebdo politique sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, je reçois Sophie Gauguin, maire de Dozulé, vice-présidente de région, élue du Calvados, en charge entre autres du développement économique. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Sophie Gauguin, bonsoir. Bonsoir. On va dresser votre carte de visite. Vous êtes née en août 1974. Vous possédez une maîtrise de droit public diplômée d'études supérieures spécialisée en administration locale, aménagement du territoire. Vous avez été dans votre carrière professionnelle commissaire enquêteur au tribunal administratif de Caen. Vous avez aussi bossé au sein de la CCI Lisieux Pays d'Auge. Vous avez collaboré sous les gouvernements Chirac et Sarkozy au sein des cabinets de Nicolas Mline et de Xavier Bertrand. Vous avez été vice-présidente de l'Intercom. Vous êtes vice-présidente de l'Intercom Normandie-Cabourg Pays d'Auge en charge du développement économique et vous portez toujours à ce jour les couleurs du parti Les Républicains. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Sophie Gauguin, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? Ah pardon, non. J'ai rien oublié. Est-ce que j'en ai mis trop ou pas? Non, voilà, ça résume bien un parcours intense de ces 15 dernières années, Ouais. où je me suis investie autant sur le territoire qu'au niveau national. Je voulais juste en fait vous permettre de revenir sur les deux passages dans les cabinets ministériels. Nicolas Mline, c'était vos débuts? Nicolas Mline, oui, ce sont des débuts sur le territoire, évidemment, dans le Pays d'Auge, et puis après en cabinet ministériel sur des sujets passionnants dont on voit l'émergence aujourd'hui, l'égalité professionnelle, un vrai enjeu de société où j'ai énormément appris. Et Xavier Bertrand pour la santé. Xavier Bertrand pour la santé et le travail. Et le travail. Oui, où c'est une belle expérience avec deux belles personnalités politiques. On dit que, je ne sais pas si c'est une légende, que vos ancêtres sont dans le Pays d'Auge, entre autres dans le Calvados depuis 1740. Ça remonterait donc au règne de Louis XV. Peut-être que vos aïeux ont croisé Marie Harel ou Charlotte Corday. Est-ce que c'est un poids de l'héritage? Est-ce que c'est une fierté de la transmission pour vous? Est-ce que vous vous sentez un poids justement d'être enraciné dans cette région particulière? Ah, c'est pas un poids, c'est une force. C'est une force. C'est une force d'avoir des racines, de bien connaître le territoire dont on est élu. Par la suite, c'était pas prédestiné que je devienne maire de Dozulé, vice-présidente de la région. Non, c'est plutôt une force parce que vous avez d'abord cette complicité avec les gens qui fait que vous êtes en franchise et que vous connaissez les sujets et les préoccupations de vos concitoyens. Mais ça ne doit pas vous empêcher, et je vous rejoins, je voyais bien la question, d'avoir des ailes, c'est-à-dire d'avoir des vraies stratégies, de savoir ancrer votre territoire sur des dimensions beaucoup plus larges que sont la région, le national et l'international. Il faut avoir les deux visions, le local et le global. Si vous étiez un homme, est-ce que vous feriez en fait une politique un peu avec délicatesse, mais façon Maquignon? Vous êtes quelqu'un qui ose en fait taper dans le dos des gens, pas par flagornerie, mais plutôt par amour. En fait, vous êtes mais quand on fait de la politique, vous êtes dans le terroir et dans le territoire. Bah oui, mais quand on fait de la politique, il faut aimer les gens. Si vous faites de la politique que pour vous-même, ça n'a aucun sens. Vous avez un collectif, une destinée commune, vous construisez des politiques publiques pour répondre aux besoins de vos concitoyens. Et oui, j'ai certainement ce côté très convivial dans la manière d'aborder mes responsabilités. Est-ce que ça peut provoquer des blessures, justement, pas de trop aimer les gens, mais peut-être de trop leur faire confiance dans votre vie politique, justement? Est-ce qu'il y a eu des amis qui se sont avérés être peut-être un peu plus éloignés que de raison? Non, moi j'ai cette chance, c'est d'avoir d'abord des vrais amis qui, au-delà de mes engagements et de mes convictions politiques, sont là, de toutes tendances confondues. Couleurs, ouais. Et puis s'engager en politique, eh bien, c'est accepter aussi la part d'humanité qui est en nous. Parfois avec ces désillusions, mais je suis quelqu'un d'optimiste, moi je crois en la nature humaine et ce qui m'intéresse c'est de porter des projets d'intérêt général. Et vous êtes toujours là, disent les plus médisants, malgré les tempêtes que vous avez traversées, notamment à droite. On vous rappelle que vous avez intégré le staff de Nicolas Sarkozy durant la primaire, tout comme votre collègue de Seine-Maritime, Françoise Guégaud. Il en reste quoi de cette aventure? Ah mais c'est un formidable accélérateur d'enseignement. Intégrer une équipe nationale, vous apprenez beaucoup. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de loyal et de fidèle. Et dans ce choix, je ne me suis pas posé la question très longtemps. Et c'est comme ça que je me suis construite, avec éthique
en politique. Et en même temps, eh bien, vous apprenez à participer à une campagne nationale, quel que soit le résultat. Il faut s'engager avec conviction. Et c'est un accélérateur de développement. Est-ce que ça a accéléré par contre la déception, la défaite de François Fillon ? Je crois que oui, évidemment, ça fait partie de la vie politique. Dans un environnement sans précédent, que ce soit un environnement médiatique et politique, avec une émergence de propositions nouvelles. Et oui, il y a eu un moment de déception. Mais moi, je voudrais arriver les tendances du terrain dans les dernières semaines. Pas de tentation, par contre, d'aller dans le bateau Juppé ou même de monter une marche, éventuellement, dans cette tempête-là. Vous êtes resté fidèle à vos... oui. C'est surtout à droite qu'on dit ça. On est resté fidèle à ses valeurs, etc. On n'a pas voulu peut-être dire bon, c'est peut-être pas là que je suis désolée, c'est peut-être nouveau en politique, mais moi je fais partie d'un collectif. Et quand vous êtes première vice-présidente de région, quelles que soient les propositions qu'on vous fait à titre personnel et qui pour vous peuvent être un tremplin, vous avez une responsabilité collective. Vous faites partie d'une équipe, d'un projet partagé. Le développement économique, c'est une priorité. Et quand je dis que je suis loyale et fidèle en politique, je mesure aussi les responsabilités qui sont les miennes dans un collectif. Alors parler de collectif en politique, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais pas pour moi. C'est comme ça que j'envisage mes fonctions. D'accord. Qui a dit il n'y a aucune raison que nous recevions des leçons des Bretons en matière de développement économique ? Qui a dit cette phrase ? Hervé Morin et moi-même. D'accord. Bon, je me demandais si c'était plus vous qu'Hervé Morin, en fait. Tous les deux. C'est une phrase qu'on aime bien. Il y en avait marre un peu que les Bretons s'accaparent un peu ce drapeau, etc. De nous, on a des valeurs, nous, en fait, on a une identité, etc. Dans l'économie, partout. On est des vrais marins, des vrais pêcheurs. Oui, il était temps que la Normandie, d'abord, puisse promouvoir l'ensemble de ses atouts économiques, et pas que, culturels, patrimoniaux, sous une bannière commune. Est-ce qu'on la voit mieux maintenant ? La Team Normandie, ah oui, franchement, depuis il fallait être ce matin... Vous voyez mieux la Normandie ? Mais c'est quand même lui qui a porté le plus la réunification des deux régions. Et on a quand même énormément perdu en visibilité ces dernières années, en projet, puisque quand on défendait des projets divisés au niveau de l'État ou même de financement européen, on perdait en effet de levier. Donc la Normandie réunifiée, aujourd'hui, elle est là. Moi, je le sens avec les entrepreneurs. Il suffisait d'être ce matin au salon de l'industrie du futur à Deauville pour se rendre compte que le collectif normand est bien là. Vous avez été nommé en 2015 secrétaire national au handicap chez les Républicains par Nicolas Sarkozy. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Pourquoi ne pas avoir continué justement à la région avec une délégation similaire ? Est-ce que ça vous aurait... Non, est-ce qu'on vous l'aurait proposé ou pas ? Alors, deux choses pour éclairer votre question. D'abord, le handicap, c'est géré par les départements. Ça fait partie d'une compétence départementale. Sauf que, et là je vais vous apporter une précision, nous avons décidé, parce que moi je suis convaincue que en menant des politiques transversales, on peut avoir un vrai effet de levier sur le handicap. Nous avons proposé sur l'ensemble des compétences où nous pouvons agir, eh bien que le handicap soit pris en charge. Donc sur la formation professionnelle, eh bien nous avons des modules sur le handicap. Sur l'accessibilité, la mobilité, ce que nous portons au titre des transports, nous avons un volet sur le handicap. Sur les lycées, le lycée du futur, il y a un aspect inclusion, société plus inclusive. Et donc, vous le voyez, partout où j'ai pu impulser avec l'ensemble de mes collègues vice-présidents une notion qui prenne en charge la question des personnes en situation de handicap, je l'ai fait. C'était pas un choix cornélien de dire je m'intéresse plus peut-être aux problèmes de santé qu'aux problèmes de l'économie ? Ah non, l'économie, c'était un objectif que je m'étais fixé, puisque mon expérience de conseiller régional mettait en exergue le formidable potentiel économique que nous avions, mais qui manquait de structure, qui manquait de visibilité, et puis surtout d'une ingénierie financière adaptée. C'est ce que nous avons fait avec le guichet unique, la simplification avec l'Agence de développement pour la Normandie, et un budget conséquent, 200 millions d'euros dédiés à l'économie normande. On va s'ancrer dans votre territoire pour soulever un petit problème qui vous agace depuis quelques semaines, les modifications récentes du chantier d'élargissement de la 13 entre Dozulé et Pont-l'Évêque. Donc on va être assez clair pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière et dans le territoire de l'Eure. Ça place les communes du territoire Normandie, Cabourg, Pays d'Auge dans l'embarras, même plus que ça. Et vous êtes monté au créneau avec d'autres élus du territoire, les communes d'Angerville, Criqueville, d'Anestal, entre autres. Alors,
Première question, pourquoi cette colère? Et on rappelle à nos auditeurs que c'est la SAPN qui a peut-être décidé seule de faire ce changement d'agenda de travaux. Est-ce qu'on peut expliquer clairement qu'est-ce qui vous embête et où est-ce que ça va nous mener tout ça? Alors c'est avec mon collègue maire de Cresswell aussi. Eh bien parce que nous avons découvert que... alors c'est un dossier qui s'étale sur plusieurs années. Mais au moment où nous arrivons à la réalisation des travaux, nous avons découvert que finalement une des techniques les plus faciles pour éviter de fermer des accès sur des ponts au-dessus de l'autoroute, qui était la technique des piles déportées, en fait c'est une nouvelle technique du bâtiment, eh bien n'était pas utilisée comme cela était normalement prévu pour la commune de Dozulé, et qu'on allait devoir démolir et reconstruire un pont, ce qui a mené à fermer un accès à la ville de Dozulé et donc à ses communes périphériques pendant 8 mois. Donc vous imaginez, c'est couper une collectivité d'un flux de mobilité, domicile, travail, services publics et tissu économique, eh bien d'un accès pendant 8 mois, c'est une période trop longue. C'est pratique pendant l'été, quoi. Voilà, qui mettait en danger, alors non, c'est pas pendant l'été, ça démarrera au mois de novembre, mais qui mettait en danger les équilibres économiques de la commune. Donc et puis toute la partie prise en charge des riverains aussi. Excusez-moi, c'est pour le passage de 2x2 à 2x3 voies. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est quelque chose qui était pourtant acté depuis très longtemps. Oui, puisque ça fait partie du plan de relance. Ouais. Mais vous savez comment ça se passe, ces grands dossiers. C'est-à-dire que vous avez la décision, les budgets, on attend, les budgets arrivent, après on est sur les phasages techniques, et c'est quand on arrive sur la technique, on dit souvent le diable est dans les détails. C'est pas quand le projet est lancé, c'est quand on arrive dans la technique que vous vous rendez compte que finalement, eh bien, une décision technique, et en l'occurrence c'était le ministère des Transports qui avait fait ce choix de ne pas utiliser la technique des piles déportées. Donc je pense que vous avez écrit quelques lettres, ou en tout cas haussé le ton. Que dit le préfet, donc que dit l'État? Eh bien, l'État a entendu, et au niveau du ministère, nos préoccupations. Nous avons eu une réunion de travail avec l'ensemble des services de la SAPN, et j'avais proposé qu'on puisse avoir une solution alternative qui soit étudiée, et ils ont accepté cette proposition, donc l'installation d'un pont temporaire pendant la durée des travaux. Monsieur Gattine est intervenu sur le dossier ou pas du tout? Non, mais Hervé Morin m'a soutenu. Très bien. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Vous ne bougez pas. L'hebdo politique. Retour avec Sophie Gauguin, maire de Dozulé, qui est mon invitée aujourd'hui. Vous avez ouvert il y a quelques jours la 3e conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, l'ESS et l'innovation sociale. C'est un atout normand, c'est un beau discours tenu depuis on va dire de longs mois par de nombreuses présidences. Est-ce qu'on fait vraiment tout pour concrétiser ce fameux 11% de l'emploi salarié régional dans l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'on y a fait vraiment toute sa place pour qu'elle soit concrétisée? Alors, en tout cas, d'abord, il existe, et c'est bien de le considérer dans l'économie tout court. Ces 11%, c'est ce que nous avons fait. C'est passé ou ça va? Non, c'est aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire représente 11% de l'emploi salarié en Normandie, avec une moyenne plus forte qu'au niveau national. Et c'est conscient de ce poids économique, avec en plus des nouveaux modèles entrepreneuriaux, que nous avons décidé d'en faire une politique à part entière intégrée à l'économie. L'économie sociale et solidaire, pour nous, ce n'est pas un sujet à part. Ça fait partie intégrante de la stratégie de développement économique, et avec un budget dédié, 2,9 millions d'euros. Et nous avons choisi le même modèle que pour n'importe quelle entreprise, des dispositifs innovants, simples d'accès, qui accompagnent les porteurs de projets d'économie sociale et solidaire. Ça s'appelle les dispositifs émergence. Et ma collègue Linda Lahalle, qui est déléguée à l'économie sociale et solidaire, porte avec moi ces dispositifs, plus la monnaie normande, puisqu'on sera la seule région... Le Rollon. La seule région en France à porter une expérimentation aussi large, avec une monnaie que je vois comme un atout en termes d'aménagement du territoire aussi. Numérique? Une monnaie numérique, oui. Une monnaie locale numérique? Une monnaie avec voilà. Et qui favorise les échanges de flux commerciaux entre des acteurs qui ont décidé de donner du sens dans un acte d'achat. Moi, je compte beaucoup sur nos administrés normands pour jouer la carte du local. Une question qui n'était pas prévue, mais elle vient de transpercer mon esprit. Est-ce que vous êtes confiante dans la mutation des associations que certains voudraient accoler au monde de l'entreprise? Qu'il y ait éventuellement, peut-être pas des bénévoles professionnels, mais on s'en approcherait.
pour qu'on puisse, on puisse sortir un peu du marasme de les contrats aidés, etc. Ça a été un peu catastrophique pour certaines d'entre elles, mais il y a peut-être une autre vision pour le monde associatif régional. Alors, c'est-à-dire que si on est toujours sur l'ESS, il y a une partie des projets qui sont portés par les associations et qui sont accompagnés par bon nombre d'acteurs. Là où on voit les modèles évoluer, c'est que ça répond à un besoin du consommateur aujourd'hui qui veut donner du sens. Les circuits courts, faire travailler ses artisans localement. Et donc, avec un partage des connaissances, de nouvelles organisations qui sont plus du tout verticales mais transversales, des scopes, c'est-à-dire des salariés qui s'impliquent dans la vie des entreprises, des SKIC, on sort d'un schéma. Et c'est comment, et votre question est tout à fait adaptée puisque c'est celle que je posais lundi matin lors de la conférence régionale, c'est comment du coup on accompagne les politiques publiques régionales sur ces évolutions de statut. Mais parfois, le statut, il est hybride. Entre l'association, finalement, qui va rencontrer un tel succès qu'elle va développer sans le vouloir, peut-être elle-même forcément un modèle économique, et comment on l'accompagne pour qu'elle se transforme ou en SKIC ou en société, sans la mettre en danger, tout en gardant son âme, puisqu'elle souhaite avoir une vocation différente. Alors, il y a des solutions qui existent, et d'abord, ce qui compte, c'est d'être bien conseillé. Après, on trouve toujours le modèle qui correspond et l'accompagnement des entreprises de l'ESS. Vous disiez à votre arrivée, vous disiez à votre arrivée à la région, il faut retravailler le schéma régional de développement économique, créer des ateliers thématiques pour élaborer le schéma en lien avec l'État, le Césaire et les collectivités territoriales. Comment ça va, votre collaboration avec Jean-Luc Léger ? Bien. Ah oui, non, bien. Bien. Oui. D'accord. Oui, parce que du coup, on a des échanges régulièrement, que ce soit les élus nous-mêmes ou l'agence de développement pour la Normandie. Vous allez dans le même sens, mais vous n'avez peut-être pas la même vision. Non, mais c'est bien, ils sont aussi là pour avoir un regard externe. Moi, je trouve ça sain. Donc, une bonne collaboration. Oui. Au sein de votre compétence régionale, vous avez rencontré, peut-être que le chiffre va grossir, entre 350 et 400 chefs d'entreprise, avec le même credo, travailler en réseau. Et votre réseau, vous, c'est le Made in Normandie. Alors, vous deviez être une championne de Rubik's Cube dans votre jeunesse, parce que c'est pas une tâche aisée, quoi, de mettre tout cet ensemble, en tout cas, de pensées fusionnées, des entreprises qui ont tous, en fait, envie d'aller dans le même sens, mais peut-être pas la même vitesse. Vous avez rencontré tout le monde, vous avez serré des mains, et vous avez pris la température. Un an après, on en est où, là ? On a fait plus que ça, on a été très vite dans la structuration. On a été une des régions d'abord les plus rapides à adopter. Comment vous allez, on se met au boulot. Non, mais d'abord ça me ressemble pas. Moi, je suis une besogneuse, il paraît. Donc le travail de fond et surtout la culture du résultat. Après, on y reviendra. Non, on a adopté notre schéma en 4 mois. On a mis en place l'agence de développement pour la Normandie en 5 mois. Le fonds Normandie Participation dans les 2 mois qui ont suivi. Dans les 6 mois après notre élection, nous étions opérationnels au niveau de développement économique. Et la consultation, nous l'avons menée en même temps. C'est-à-dire qu'on a fait un travail parallèle, puisque nous savions où nous voulions atterrir. Après, il y a eu tout le travail sur la structuration des filières stratégiques normandes, qui sont au nombre de 12. Ça va de l'aéronautique à la logistique, en passant par l'agroalimentaire, le numérique, la filière équine. 12 potentiels qu'il a fallu normandiser, puisque le constat était que ces acteurs économiques, ces dirigeants, n'avaient pas travaillé ensemble. Et alors là, il faut faire preuve beaucoup de volonté, de pédagogie. Non, ils ont été extraordinaires. Ouais. Alors forcément, il y a des secteurs plus difficiles parce qu'on est sur des enjeux peut-être plus stratégiques, mais ça a été formidable. Et aujourd'hui, on a terminé. C'est-à-dire que la dernière année, c'est la filière santé. Normandie Santé, puisqu'on a quand même un potentiel formidable entre l'innovation, les laboratoires pharmaceutiques, nos CHU et le digital aujourd'hui qui vient aussi dans le domaine de la santé. Et donc notre feuille de route, vous dites où en est-on 1 an et demi après, on est opérationnel et les effets de levier se font sentir. L'ADN aujourd'hui, l'agence de développement, c'est 1600 contacts entreprises à l'année. Et c'est plus 156% entre 2017 et 2018 de dossiers traités. C'est quelque chose qui va progresser ? Je pense qu'on est sur... et avec des résultats concrets. Vous avez vu les résultats de l'économie normande premier trimestre 2018. Oui. C'est plutôt satisfaisant. On revient à votre dossier de territoire. Comment ça s'est passé le rapprochement Copados, Estuaire d'Yves, Cabalor ?
communauté de pays de la baie de l'Orne, pour donner naissance au final à Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, avec une partie de la CDC de Cambremer. J'espère que ça va parler à tout le monde. Puisque vu d'ici, en tout cas de notre territoire sur l'ex-Haute-Normandie, puisque on le rappelle à nos auditeurs que nous sommes ici dans l'Eure, ça paraît très atypique et peu homogène, si ce n'est le seul lien du tourisme entre toutes ces communes, 39 communes, Dives, Cabourg, Dozulé, Hérouvillette, alors je prends les plus extrêmes, hein, Salnel, Victor-Ponfol. Le point d'unité, il est où pour ces communes-là ? Le point d'unité, il est le bassin de vie. Tout le monde a voulu se marier, tout le monde était content. Non, d'abord, vous avez des élus qui avaient une vraie stratégie pour leur territoire, conscients que nous étions quand même entre Caen, Rouen, Le Havre, dans un environnement stratégique, et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas envisager l'avenir et de jouer petit bras. Parce que d'abord, il fallait se donner une vrae ambition. C'est une union forcée ou pas ? Pas du tout, on l'a travaillé pendant 2 ans, collectivement. Avec tout le monde ? Ouais. On a les élus, on a, je sais plus, on a dû faire une vingtaine de réunions de travail, on a créé des comités de pilotage. Il y en a qui vous ont quitté ? 2 ans avant la fusion, 4 qui sont partis vers Blangy-Pont-l'Évêque. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, non, on l'a travaillé, on l'a voulu, ce territoire. On ne s'est pas laissé imposer, justement, un schéma prédirigé par les services de l'État, parce que d'abord, on était sur un vrai bassin de vie, et quand vous dites, pour nous, vu d'ici, il n'y a pas de cohérence, au contraire, c'est dans cette diversité en alliant le littoral et le rural qu'on crée une force, parce qu'on a en même temps le tourisme bleu, le tourisme vert, on a en même temps de l'industrie à Dives et un potentiel agricole à forte valeur ajoutée. Non, il a de l'allure, ce territoire. On a l'impression que vous êtes pas le verrou, mais presque le cadenas du Calvados, quoi. Vous êtes bien ancré lorsqu'on regarde la carte. C'est par ici que ça se passe et qu'on rentre par là, quoi. Bah, c'est une porte d'entrée. Le Pays d'Auge, que ce soit du côté estuaire ou du côté Canet, c'est incontournable, c'est une porte d'entrée. Donc vous travaillez sans problème avec M. Pierre Moharet, même si vous n'avez pas les mêmes idées. Bien sûr, l'intérêt régional, l'intérêt collectif. Le prochain conseil communautaire, ça sera le 28 juin. On se projette, nous, en ce qui nous concerne pour notre émission. Le dernier avant les vacances, il y a des dossiers importants encore à passer ? Oui, il y a toute une série de délibérations alors c'est toujours le moment de l'installation, hein, c'est vrai qu'il y a encore juste avant l'été, mais oui, il y a des sujets importants, on va pouvoir... C'est quoi la chose qui vous taquine en ce moment, un dossier que vous avez on a tous une préoccupation, c'est GEMAPI. Oui. La lutte contre les inondations, lutte contre les inondations, prévention, l'État se désengage largement et les élus locaux se retrouvent à devoir prendre une compétence avec aucun autre financement que celui d'être obligé de lever un impôt supplémentaire. Et là, c'est une vraie préoccupation. Il suffit de voir le nombre de fois dans l'année maintenant avec les évolutions climatiques où on est soumis à des inondations. C'est là qu'on voit que les marais jouent leur jeu naturel, heureusement. Mais ça, c'est un vrai enjeu. La compétence eau, quels vont être les coûts finalement pour les contribuables si on doit, à partir de 2026, prendre aussi cette compétence. Voilà, oui, ça, ce sont des vraies préoccupations, avec des grosses responsabilités et des gros financements. Vous avez tenu l'une de vos toutes premières permanences en tant qu'élu régional à Honfleur. Oui. C'est sympa, Honfleur. Est-ce que c'est plus qu'une destination de villégiature pour vous, Honfleur ? Bah oui. J'y ai vécu, j'y ai travaillé et je me suis engagée à tenir des permanences à Honfleur et à Ouistreham, les deux villes qui permettent, ce sont deux grosses villes, plus de 9000 habitants, et donc qui permettent de garder une proximité avec nos concitoyens. Est-ce que ce n'est pas le point de départ d'une autre vie politique future ? Ah non. Non. Vous parlez du municipal. Ah ben non, moi je suis bien à Dozulé. Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes encore marqué par l'échec aux législatives sur cette circonscription, aux côtés de Nicole Hamelin, justement ? Non, il ne faut pas, en politique, il ne faut pas rester marqué, sinon vous n'avancez plus. C'est une expérience, il faut aussi se nourrir de ces échecs. Et donc, moi, je regarde devant moi. Le sauvetage du Krebs de Houlgat, centre sportif de Normandie, en vue d'en faire un fleuron européen. C'est une grande satisfaction également, mais ça a été chaud pour sauver ce dossier-là, qui traîne depuis des années. Je crois que c'était le premier gouvernement Sarkozy, je crois, qui s'en est occupé avec M. David Douillet. C'est une belle fierté d'avoir sauvé Houlgat.
Ah oui. Est-ce que c'est maintenant sûr et certain ? Ah oui, c'est sûr et certain. La région s'engage à hauteur de plus de 20 millions d'euros sur ce centre sportif normand, qui est un des seuls de cette nature en Normandie et qui va nous permettre d'abord de renforcer aussi notre candidature en tant que base arrière au JO 2024, de continuer à pouvoir soutenir des jeunes sportifs normands qui sont dans des équipes nationales et puis d'accueillir aussi des fédérations sportives qui ont besoin d'infrastructures adaptées aujourd'hui. Et ce qu'il fallait faire, c'était une grande série de travaux, donc les premiers vont commencer tout prochainement. Nicolas Mine voulait créer sur le territoire Pays d'Auge à une période pas très lointaine un CFA avec des formations basées sur le numérique à destination des commerçants et des artisans. Éric Rouet également, qui est le président de la CCI chez nous dans notre département, pensait la même chose. Est-ce que c'est finalement une utopie ou ça peut se faire, ça ? Ah non, mais alors c'est en train de se faire, mais sous une forme différente. Aujourd'hui, les formations sont aussi sous une forme agile, c'est-à-dire qu'elles vont... On n'est plus dans la construction de murs pour accueillir des formations, c'est-à-dire que ce qu'on avait lancé sur les femmes et le numérique avec Digitel, qui ont été impulsés par Nicolas Mine, aujourd'hui c'est un label national. Ça continue. D'ailleurs, elles étaient il n'y a pas très longtemps encore sur mon territoire. Et nous avons proposé, nous, à l'échelle de la région, une formation numérique avec... on a créé un pack parce que les commerçants et les artisans ne doivent pas non plus rater cette transition. Sauf qu'ils ont tellement d'autres choses à penser que c'est difficile de trouver la solution adaptée, d'être accompagnés. Et donc, en lien avec les communautés de communes et la région Normandie, nous finançons des formations, des accès d'achat, d'investissement numérique pour leur entreprise. Et maintenant, tout ça fait partie du plan régional Normandie connectée. C'est-à-dire qu'on a fédéré autant les acteurs de la formation que ceux du développement pour offrir des solutions adaptées sur les territoires. J'aurais aimé vous parler du futur espace hôtelier international de Deauville, mais je crois que le temps va nous être repris. Ça sera à l'occasion d'une prochaine rencontre. Certains disent qu'à l'instar de votre homonyme Paul Gauguin, vous impressionnez de votre présence et de votre énergie. Alors, petit parallèle peinture pour se séparer. Si votre vie était un tableau, ça serait du Pissarro, du Manet, du Monet, du Renoir, du Degas ou du Cézanne. Vous les aimez tous, sans doute ? Ouais. De toute façon, la vie, c'est une peinture. Ça bouge en permanence et il faut savoir s'adapter. Une belle peinture campagnarde, ça serait quoi ? De l'énergie. Non, mais je sais pas. J'ai pas de représentation... Je suis pas dans la représentation de moi-même. Moi, je suis dans l'action. Donc la question que vous me posez, elle est sympathique, mais mais voilà. Moi, je serais plutôt sur. Je serais un projet. Je serais quoi ? Je serais la Normandie, quoi. Ok. Destination de vacances, si on en prend cet été ? Oui, alors là, non. Pas du tout. De quoi vous parlez ? Vacances. Bien. Non, il faudra. Les résultats sont super encourageants et c'est vrai qu'aucun d'entre nous ne ménage sa peine pour faire gagner la Normandie. Ok. Ouais. Sophie Gauguin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver, vous le savez, cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Merci. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.